Bon, beauté à tous. Ndaka, Yawezon, Bolo. Bon, je dis bonjour en quelques langues africaines dont je me rappelle. Donc, je pense que tous ceux qui sont là ont eu leur bonjour dans les langues africaines. Donc, on va continuer notre exploration, c'est-à-dire sur la cosmogénèse, la cosmogonie héliopolitaine, notamment la façon dont les Kémètes anciens, entendez par là les anciens Égyptiens, concevaient la création du monde. Pour eux, comment le monde est apparu. Donc on avait commencé par voir le Noun, et puis la dernière fois on a vu Atumra qui est pris. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'enchaînement, sachant que on avait vu que du démiurge Atumra qui est pris, qui était dans le Noun, découlaient en fait toutes les autres entités ou toutes les autres divinités. C'est ce qu'on va revoir un petit peu aujourd'hui. Donc, donc, bienvenue à tous alors. Un petit résumé hein, sur ce qu'on est en train de voir. On avait vu que c'était un peu complexe, un peu dense comme concept, comme information, mais au fur et à mesure du temps, ce dont on va se rendre compte, c'est que de l'un découle le multiple. C'est un peu ce qui se passe, hein, parce que on a lu, on a vu que le démiurge, lorsqu'il était dans la matrice primordiale, notamment le Noun, il n'avait pas conscience de son existence. À un moment donné, il a pris conscience de lui-même et il s'est auto-engendré. Donc c'est un concept ça. C'est-à-dire que il faut essayer de le visualiser dans votre tête. Comment un être peut ne pas avoir conscience de lui-même et, à un moment donné, prendre conscience de lui-même et se mettre en mouvement. En fait, c'est vraiment l'idée sous-jacente de ça. Donc, oh là là, je suis un peu embêté par les pubs. Mince. J'espère que ça ne va pas me polluer mon truc. Donc, en résumé sur cette partie-là, j'aimerais d'abord voir si il y a encore des zones d'ombre ou si vous avez compris le concept de ce qu'on a vu les 2 dernières fois. Est-ce que globalement ça va ou il y a encore des petits points d'incertitude auquel cas on y revient tout de suite avant de continuer. Donc je Non, vous ça pose la va. question. Donc pour Jaden ça va, alors pour les autres Moi, ça va aussi. aussi. N'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion lorsqu'on est tous ensemble là de poser des questions et d'essayer de clarifier les choses, hein. Donc ne vous sentez pas brimé, d'accord? Donc, ça va pour tout le monde, d'après ce que vous me dites. Et je voulais vous montrer un truc. J'ai pas ouvert le document, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est que j'ai pu comprendre par vos interrogations que par moment, ça gênait le fait que les dieux pouvaient prendre différentes formes et s'interchanger. Et donc ça, c'est très important de le comprendre
Parce qu'en fait, ça procède de la pensée de l'Égypte antique. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, de l'unité naît la multiplicité. Voilà, c'est cette logique-là qu'il faut vraiment avoir en tête, hein. C'est ainsi que quand on a vu Sekhmet, on a vu qu'elle pouvait se transformer en d'autres divinités, notamment Hathor et Bastet. Donc c'est vraiment cette divinité qui nous a fait plonger dans l'univers de la cosmogonie héliopolitaine. Donc cette logique-là, il faut encore l'avoir à l'esprit. Euh, donc bah, allons-y aujourd'hui, on va voir Chou, Tefnut, Geb et Nout. Donc on va commencer par Chou et Tefnut, donc les deux divinités qui sont dans le déploiement, dans la continuité d'Atum-Ra qui est pris. Et on va voir ce qu'on nous en dit ou ce qu'on a pu, ce qu'on peut trouver sur eux, soit sur Wikipédia ou dans des documents que l'on a à notre disposition. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un peut me dire qui est Chou et qui est Tefnut? Donc je pose la question, qui est Chou et qui est Tefnut pour vous? Moi, je veux bien parler. Donc Jaden a la parole. Bah, on peut voir que Shu et Tefnut, ils s'unissent pour donner naissance à deux dieux, Nut et Geb. Donc, euh, donc on peut dire c'est les deux dieux qui les ont en fait engendrés. Donc deux dieux qui se sont unis pour engendrer Nut et Nout Geb, et Geb. Ok, oui. bon, ça c'est juste, c'est vrai. Mais euh, parlons des deux dieux en question. Qui sont-ils? Ah oui, Shu c'est le dieu de l'air et Tefnut c'est la déesse de l'eau. Donc, Chou, c'est R, Tefnot, c'est O. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, la dernière fois, on avait commencé à dire que après le démiurge, donc après Atumra qui est pris, euh, on allait parler des quatre éléments. D'accord? Donc, ayez en tête qu'aujourd'hui, on va aborder les quatre éléments que vous m'aviez dit. Je crois que c'est Jadel qui me l'avait dit. Les quatre éléments, quand on parle des quatre éléments, c'est, vous me rappelez, L'eau, l'air, la terre et le feu. l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc, ayez ça en tête, ces quatre éléments en tête. On va essayer de les pister dans nos lectures et dans les divinités que l'on va voir aujourd'hui. Donc, Jaden nous dit, Chou, c'est l'air, Tefnut, c'est l'eau. OK. Bon, on a déjà deux éléments. Là. D'accord? Ils se sont unis pour engendrer Geb et Nout. Bon, Geb étant quoi? C'est quoi Geb? Et c'est le dieu de la terre. Et Nut c'est la déesse du ciel. Ok, donc Geb c'est le dieu de la terre et Nout la déesse du ciel. Ok. Bon, revenons à nos deux entités, Chou et Tefnut. Je vais aller sur Wikipédia ou sur Google, tout simplement, et puis taper Chou, Chou en Égypte. Donc voilà Chou, les images qui représentent Chou. Donc vous voyez les images qui représentent Chou. Qui est-ce qui peut me décrire le premier Chou là? Voilà, qui est là. Moi, je veux bien. Vas-y, Colladé? Oui. Ok, vas-y. Il a la croix ample, il a un sceptre aussi,
Oui, il a le bouc, là, l'espèce de bouc. Je sais plus trop comment on appelle ça. Mhm. La barbichette tressée, on va dire ça. Oui. Oui. C'est Et c'est puis, la barbe des dieux. Mhm. oui. Et puis, il a, je crois, que c'est un collier à contrepoids. Alors, attends, moi je ne vois pas bien, donc je vais te l'agrandir. Hmm, tu veux dire ce qu'il y a ici, c'est ça? Oui. Bah, je ne saurais pas dire si c'est ça. Admettons. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, il y a un collier, une sorte de collier. Puisqu'on voit pas Oui. l'arrière, on voit pas l'arrière, bah, on peut. Là, on est dans la supposition. OK? Mhm. Il Mhm. a aussi bah, une plume, ou je sais pas, attachée à son truc rouge, là, son Donc, bandana alors, rouge. eh ben, justement, donc le bandana rouge, il a la plume. OK. Bon, vous voyez que d'après les iconographies qu'on a sur les dieux, globalement, on avait tout vu sauf la plume. La nouveauté aujourd'hui, c'est la plume. Ou bien, Oui. parce que toutes les divinités qu'on avait vues, Hathor, Sekhmet, euh, même Ra, ils avaient soit la croix ankh dans la main, ou le sceptre, etc. Ils avaient ça. Et là, la particularité de Chou, c'est qu'il a une plume sur la tête. Hein. Donc, quand on le représente, on a, voilà ici, la plume sur la tête, Chou, la plume sur la tête, etc. Bon, donc ça, c'est une première caractéristique qui nous permet, lorsqu'on regarde une divinité, lorsqu'on va dans les musées, on voit dans les livres, les iconographies, lorsqu'on dessine une divinité comme ça, forcément, ting, ça doit vous faire tilt dans la tête, c'est Chou. D'accord? C'est Chou. Alors, il y a aussi ici la queue du taureau tressé, qu'on voit ici. Donc ça, c'est une première façon de reconnaître Chou. Une autre façon de reconnaître Chou, c'est par rapport à cette image-là. Je vais vous l'agrandir peut-être, voilà, cette image qui est là. Donc on voit bien Chou ici, vous le voyez. Alors qu'est-ce qu'il fait Chou là? Il Euh, porte le ciel. Alors, je n'ai pas compris qui est-ce qui a parlé, c'est Adéwalé? Adéwalé. Oui, donc Oui, tu dis Adéwalé, il fait quoi? il porte le ciel Il de porte l'univers. le ciel, d'accord? Il porte le ciel. C'est vrai, c'est juste. En fait, oui, mais alors, donc, continue ta réflexion. Il porte le ciel, et le ciel, c'est quoi? J'ai oublié son nom. Ben, on vient de le dire, donc c'est Nout, le Ah oui, ciel, voilà, nous. Nout, qui est la femme qui est courbée, là, vous voyez? Et Oui, on voit bien que la femme qui est courbée, qui est Nout, euh, elle a le pied à terre et les mains qui touchent le sol. Donc, elle enveloppe tout ce qu'il y a sous elle. Et elle est portée, ou en tout cas, c'est ce que tu dis, elle est portée par Chou. D'accord? Et quelle est la divinité qui est au sol là-bas? Est-ce que vous saurez me dire? Geb, je crois. Geb. Alors, qu'est-ce qui a dit que c'était Geb? Adéwalé. Adéwalé. Donc, toujours Adéwalé. Donc, c'est vrai que je vous pose la question parce que comme je suis en partage, je ne vois plus qui parle en fait, puisque je n'ai qu'un seul écran. Donc là, on dirait que sur cette image, donc tu dis Adéwalé, Chou porte le ciel et au sol, on a Geb. Donc dans les textes, ça se traduit par le fait que tout sépare le ciel de la terre. Tout
sépare Nout de Geb. C'est ça, c'est ce que représente cette graphie-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, Alors, qu'est-ce qui a dit non? j'arrive. Charis. Alors, Charis, donc tu vas prendre la parole et tu vas nous commenter ce que tu vois. Je vois Nout qui se fait porter par Chou. En fait, justement, c'est ça j'ai pas compris qui porte qui. Donc, vas-y, regarde l'image. Est-ce que c'est clair? En fait, est-ce que l'image est assez agrandie, ce que je voulais dire? Est-ce qu'elle est assez grande pour toi? Oui, c'est bon. Oui. Donc là, on a la divinité qui est Chou. On le reconnaît à quoi? À sa barbe. Pas que. On le reconnaît vraiment à ce qu'il porte sur la tête. Et qu'est-ce qu'il porte sur la tête? Une plume. Une plume. Bien. Donc, on sait, avec la plume sur la tête, que c'est Chou. Donc, on a dit tout à l'heure que Chou était l'air. D'accord? Oui. Et là, on nous dessine l'air qui sépare le ciel, donc Nout, de la terre, Geb. Ah, donc, est-ce que tu as compris? Oui. Tu as compris. Donc, représente-toi, toi, en tant que Chou. Donc, tu sors dehors, tu lèves les bras au ciel, tu as les pieds posés sur terre. Ben, c'est comme si tu portais le ciel, hein, et tu as les pieds sur terre. Donc, l'air, d'après ce d'après ce qu'on voit là, l'air sépare le ciel de la terre. Sauf que on nous le dit autrement là, en disant que l'air c'est une divinité. On l'a dessiné avec une plume, on verra pourquoi la plume tout à l'heure. Et puis, donc on dit que Nout, c'est un élément féminin et Geb, c'est un élément masculin. Est-ce que là, ça va? Oui. Voilà. Donc là, on voit bien que Chou a une fonctionnalité, c'est de séparer, entre autres, hein, en tout cas, mais ce qu'on voit là, c'est que Chou sépare le ciel de la terre. Voilà. Donc là, c'est Chou. On va peut-être lire ce qu'on nous dit sur Chou. Je reviens un petit peu en arrière pour voir ce qu'on nous dit sur Chou. Donc, qui est Chou? Chou, c'est le dieu de la mythologie égyptienne qui fait partie de la grande Ennéade. Donc, ok. Son nom peut être traduit de diverses manières. Il semble dériver d'une racine chou, signifiant le vide, la vacuité, soit le lever, soulever. Bon, ok. Ça corrobore en fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le même terme est attesté dans le langage courant depuis le Moyen Empire avec le sens lumière. Chou peut donc se traduire comme air lumineux, vibration radieuse et vivifiante. Le terme chou-ray correspond grosso modo à la plume de lumière. Son nom contient également l'idée de lever, soulever, ce qui correspond également à l'une des fonctions de Chou. Il est celui qui se lève, mais aussi celui qui soulève, sous-entendu, Nout, le ciel. Donc c'est exactement
ce que l'on a vu tout à l'heure avec le dessin. Et j'aime bien vous montrer un petit peu aussi les hiéroglyphes pour au moins en tout cas vous sensibiliser sur les hiéroglyphes. On voit ici sur le hiéroglyphe le terme qui est là, chou. Donc la terre, là, on voit ici c'est un banc de terre. Et le poussin de caille qui est ou, donc on lit chou. Et le fait que ce soit une plume et une divinité nous fait dire, lorsqu'on connaît l'iconographie, que c'est de chou que l'on parle. Donc voilà, bon, il a d'autres représentations, on les voit pas là, mais je suis pas allé loin là-dedans, mais il a d'autres représentations. Mais on va s'arrêter à celui d'une divinité avec une plume sur la tête. Ok. Bon, on va passer à Tefnut. Tefnut. Alors, Tefnut, au niveau des images, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, Tefnut, alors qu'est-ce qui peut me décrire Tefnut dans les images que l'on a sous les yeux ici? Qu'est-ce qui reconnaît Tefnut? Moi. Alors, vas-y. Tefnut, tu me dis quelle image je dois décrire? Quelle image je dois agrandir? La première image en haut à gauche. Alors, celle-là. Oui. Voilà. Donc, Tefnut. Bon, on me dit bien que c'est Tefnut. Alors, qu'est-ce qu'on voit de Tefnut là? Bah, déjà, on peut voir que il est représenté par une sorte de félin, un peu, je suis pas trop sûr, qui porte Non, mais un félin, oui, d'accord. dans sa main droite, il a un bâton, dans sa main gauche, il a une croix, et sur sa tête, il porte quelque chose sur sa tête. Alors, tu vois pas bien, c'est ça ou? Non, si, je vois très bien. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il porte sur la tête? C'est pas une sorte de représentation du soleil? Si, alors donc c'est une représentation du soleil, tout à fait. Donc c'est le soleil avec deux Uréus de part et d'autre du soleil. Hein? D'accord? Donc il porte le soleil sur la tête avec les deux Uréus sur la tête. Ok. Ah, c'est ton micro qui fait ce bruit? D'accord. Donc là, on a Tefnut, qui est une divinité, mais donc la tête de félin dont tu parles, ça ressemble à une tête de lion. Oui, voilà un peu. C'est une tête de lion. Lorsqu'on prend celle-là, c'est une tête de lion. Donc on voit que Tefnut est plus représenté par une tête de lion. Ici, mais alors il y a une autre particularité sur cette divinité, essayez de me le relever, cette particularité, de me la relever. C'est quoi? Ah non, j'ai pas bien entendu la question. Non, je disais, Chou, je dis, Tefnut, on a vu que il a, l'iconographie a les mêmes attributs, la croix angle dans les mains, un sceptre dans l'autre main, est représenté par une tête de félin, donc on a vu que c'est plutôt un lion, voilà. Et au-dessus de sa tête, c'est un soleil avec les deux Uréus. Mais je disais que cette image a une particularité.
est-ce que vous pouvez me relever laquelle? C'est que entre Chou et Tefnout, il y a une différence. Est-ce que vous pouvez me la donner, cette différence? Ils n'ont pas le même set. Déjà, bon, c'est oui, mais c'est pas de cette particularité-là que je voulais parler. C'est assez visuel, hein. Est-ce Vous que, regardez. est-ce que tu pourrais remontrer une image de Chou? Ah ben, c'est à côté là. Chou est là. Vous voyez, Chou. Je pense Ah oui. Bandana, il est pas mis de la même façon. Non, mais vous allez trop loin. Bah, déjà, juste la représentation. Chou, il est représenté en tant qu'homme et Tefnout en tant que lion. Voilà. En tant que. C'est la représentation de l'eau. Non, à ce niveau-là, on voit pas que c'est de l'eau, mais c'est visuel. Vous le voyez, mais ça ne connecte pas. Je veux pas vous le dire. J'essaie de vous amener à le trouver vous-même. Donc là, tout à l'heure, Jaden vient de dire, Chou, on le représente, c'est la forme d'un homme, hein, d'accord? Et Tefnout, on le représente comment? Bah, comme un lion. Oui, comme un lion, mais encore. Regarde bien la forme de. Il a une corde de femme. Voilà. Ah oui, oui, Donc, c'est vrai. l'image a un corps de femme. Est-ce que vous voyez, c'est visible là? L'image a un corps de femme. Oui, Ouais. oui. Donc Tefnout, c'est l'élément féminin et Chou, c'est l'élément masculin. C'est visible là, puisqu'on voit une iconographie. Donc, lorsque j'agrandis un petit peu, Chou, Tefnout, elle a des seins, on dirait, elle a la forme d'une femme, on va dire. Donc, c'est l'élément féminin. Même, on le voit mieux ici d'ailleurs. On voit là. Elle a des seins, voilà. C'est l'élément féminin. Donc, on dira dans notre investigation que Chou, c'est l'élément mâle, d'accord? Tefnout, c'est l'élément féminin. C'est pour tout le monde là? Oui? Ok. Donc, Oui. on va aller sur le texte. On va aller sur le texte. On va partir de l'image. On va aller sur ce qu'on nous dit de Tefnout. Donc, Tefnout, déesse de la mythologie égyptienne, fait partie de la grande Énéade d'Héliopolis. Donc, on y est. OK. Alors, je vais inviter quelqu'un à me lire ce paragraphe. Naissance mythologique de Tefnout. Moi, je veux bien. Vas-y. C'est Coladé, oui. Allez, Tefnout. Alors, cette naissance divine est citée dans les textes des pyramides. L'un des corpus. Attends. Excuse-moi. Commence Ah, par le début, selon la mythologie naissance, héliopolitaine. oui, tout au-dessus, ok. Selon la mythologie héliopolitaine, elle naquit tout comme son frère jumeau, qui sera aussi son parèdre, Chou, dieu Atum, le créateur. Tefnout et Chou forment ainsi le premier couple divin. Attends, alors plus précisément, donc on dit ces deux jumeaux, hein, qui sont nés du dieu Atum, d'accord, le créateur. Donc Tefnout et Chou forment ainsi le premier couple divin. Après le créateur, le démiurge créateur, le premier couple divin, c'est Tefnout et Chou. Ok, continue s'il te plaît. Cette naissance divine est citée dans les textes des pyramides, l'un des corpus religieux les plus anciens du monde. À la ligne 465 des textes couvrant les parois du caveau de Pépi Ier, il est précisé que Chou et Tefnout sont issus de la semence du dieu Atum. Ok, vas-y, continue, on va lire
le texte en dessous, vas-y. Oui, la scène de la création est explicitement donnée dans ces textes sacrés qui accompagnent le roi dans sa destinée funéraire, lui promettant une renaissance avec les dieux. Atum se manifesta à Héliopolis en grande excitation. Il saisit son sexe et il fit avec sa main en sorte de s'accorder du plaisir. Les jumeaux Chou et Tefnout venaient d'être mis au monde, chacun avec son cas. Ok. Alors là, c'est une partie du texte des pyramides. Et ça correspond à ce qu'on avait vu la dernière fois sur le démiurge qui s'est auto-engendré, hein, qui est venu à l'existence de lui-même et donc qui a produit le premier couple divin qu'on étudie aujourd'hui, que sont Chou et Tefnout. Chou étant l'élément masculin et Tefnout l'élément féminin. Mais encore, Chou, on nous dit que c'est l'air, Tefnout, on nous dit que c'est l'eau. En tout cas, vous avez dit c'est l'eau. Ok. Et on voit ici, dans l'iconographie de Tefnout, et aussi dans son nom hiéroglyphique, que ce qui la caractérise ici, c'est un filet d'eau. Filet d'eau qui, dans, je vais dire l'alphabet, mais en tout cas dans les signes hiéroglyphiques, représente N. N. Donc, Tefnout ici. Mais il y a une chose qui m'interpelle encore, c'est que donc on dit que c'est un élément féminin, mais elle a une tête de lionne. Et par là, elle renvoie à quelle divinité qu'on a vue? À Sekhmet, Elle renvoie à Sekhmet. D'accord? Elle a une tête de lionne, elle renvoie à Sekhmet. Tout à fait. Bien. Je vais. Donc, cette partie-là, je pense qu'elle est claire pour tout le monde, hein. On est d'accord? Je vais oui, passer à des textes de Obenga. Mais d'abord, ici, c'était un petit rappel, hein. Ce petit rappel-là sur la nature divine, j'aimerais vous le rappeler à chaque fois parce qu'on va l'utiliser plus tard lorsqu'on va aborder les autres divinités qui vont découler de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la nature divine est composée de 3 éléments, on avait vu. Donc, l'intelligence, la matière et le monde. Donc, l'union de l'intelligence et la matière donne le monde, c'est-à-dire l'engendré. Et donc, on verra plus tard que l'intelligence, c'est Osiris ou Saré, la matière, c'est Isis, Aceta, et le monde, c'est Horus. Donc, on pourra dire ici le Père, l'intelligence, la mère, la matière, et le Fils, le monde, Horus. Donc, voilà. Ayez ça à l'esprit parce que on va s'appuyer sur ce texte pour expliquer dans les détails ce qu'on verra par la suite avec Osiris et Isis. Je ferme la parenthèse. Donc j'en viens ici à la philosophie africaine de la période pharaonique, qui est un livre de Théophile Obenga. Donc je vous rappelle, hein, Théophile Obenga, c'est un savant africain du Congo qui est un historien, un linguiste, qui a beaucoup travaillé sur l'explication des langues africaines par rapport à l'égyptien ancien. Donc il a démontré que l'égyptien ancien
avait une parenté linguistique avec nos langues négro-africaines modernes. Et donc, c'est lui qui a écrit ce livre-là que vous avez à l'écran. Et dans ce livre, je vais faire un petit exercice, c'est que je vais essayer de trouver là où il y a le terme chou. On va les balayer rapidement pour voir si ce qu'on a vu sur Wikipédia colle avec ce que Obenga nous en dit. On va faire l'exercice. Donc là, vous voyez, vous avez chou. Donc la séparation du ciel, Nout, et de la terre, Geb, par l'air, chou, est encore liée au mythe de l'œuf primordial. Mais la voûte céleste entretient toujours des relations avec la terre et les activités des hommes, des habitants. Donc en fait, ici, Théophile Obenga ne dit pas autre chose que ce qu'on a vu tout à l'heure dans Wikipédia. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est Chou qui sépare le ciel de la terre. Dans cet écrit-là. On est d'accord? Je vais continuer. Ici, j'ai encore Chou. On nous dit, avant que Nus craché Chou et expectoré Nout, je me servis de ma bouche, etc., etc. Donc là, c'est la description du démiurge qui engendre Chou et Tefnout. C'est le démiurge qui engendre Chou et Tefnout. Je continue, je Chou. Alors ici, c'est toujours la même chose. On disait, il dit ici, cette création des esprits secondaires est une métamorphose de Maweja Nangila lui-même, comme tout l'existant qui a craché Chou et expectoré Tefnout et se servit de sa bouche et magie, puis son nom. Ici, en fait, on n'a pas lu les textes précédents, mais il décrit en fait la façon dont dans le Congo, leur conte, leur mythologie, on va dire ça comme ça, correspond à peu de choses près à ce qu'on voyait en Égypte antique, puisque Maweja Nangila est le premier à exister. En fait, dans ces contrées-là, au Congo, Maweja Nangila, c'est le démiurge. Et dans leur texte, il explique ici que, ils parlent de la même chose. Ils parlent de la même chose. C'est-à-dire que ce Maweja Nangila là, qui est à Tumra, qui est pris chez les Égyptiens anciens, eh bien, ils disent chez les Congos que, il a craché Chou et expectoré Tefnout. Je continue. Chou, on retrouve Chou et Tefnout ici. Et là, on avait vu ça la dernière fois. L'Énéade créa, c'est-à-dire enfanta ce que voient les yeux, ce qu'entendent les oreilles, ce que sent le nez, le voir des yeux, l'entendre des oreilles, le sentir du nez, afin qu'il informe le cœur, afin qu'il fasse parvenir des informations jusqu'au cœur, car c'est lui, le cœur, qui permet que sorte tout ce qui a été conçu, et c'est la langue qui répète tout ce qui a été pensé par le cœur, littéralement, par la langue est répété ce qu'a pensé le cœur. Alors là, ça nous envoie plus dans la philosophie de l'Égypte pharaonique, où pour eux, le cœur est le siège de la pensée. Mais on ne va pas rentrer dans les détails là parce que ça va nous amener ailleurs. Donc Chou, Tefnout, Nout et Geb, donc c'est la même iconographie. Ici, c'est intéressant, on va le lire et le commenter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui veut me lire ce qui est en jaune? On va le commenter un petit peu. Moi, je veux bien.
Vas-y. Attends, ce qui- Allez, alors je vais agrandir un petit peu, ça va ou à Ah, mais l'époque en fait, unique? on voit pas l'écran. Enfin, moi, en tout cas, je vois que l'écran où il y a Ah, TFNote sur Wikipédia. j'ai pas Oui, basculé. pareil. Ah, non, ce que je vous montrais depuis tout à l'heure, vous le voyez pas. Ah mince, c'est ça que je vous montrais depuis tout à l'heure, mais j'ai pas basculé. Ah, il fallait me dire que ce que je lisais, vous l'entendiez, vous le voyez pas. Euh, Là, vous le voyez maintenant. Non, Non. Oui. Non, Vous voyez toujours pas pas. vous voyez pas le texte? Ah, bah Non. mince, non, alors. on voit toujours technique sur Vous êtes toujours Wikipédia. sur Wikipédia? Mince. Oui. Alors, attendez. Oui, toujours. Il faut que je qu'est-ce qui ben, normalement j'ai basculé. Attends. Là, ça bascule pas. Non. Non, mince. Non. Comment on fait? Comment on fait? Partager l'écran. Euh, Partager votre écran. Mince. Et là, ça va? Oui. Vous voyez un Oui, là, texte là? oui, là, c'est mieux. Ah, vous voyez le texte. Ah, mince. À chaque fois, ça me fait le coup. Euh, il faut que je m'en souvienne. Bon, je vous expliquais dans ce livre qui s'appelle La philosophie africaine de la période pharaonique, euh, l'explication que Théophile Obenga donne de Shu Tefnut et en tout cas de la création, d'après la philosophie Kemet. Et je voulais qu'on lise ce texte et le commenter un tout petit peu. Donc, Adéwalé, tu voulais lire, donc vas-y. Non, moi, je voulais lire. C'est qui Ah, qu'est-ce qu'il voulait lire? Oui, moi. Oui, Adéwalé, vas-y. Attendez. À l'époque, Tinite, l'an 3000 à 2778 avant Jésus-Christ, et d'après la mythologie héliopolitaine élaborée à Héliopolis, centrée précisément sur le soleil, il y a d'abord attendez, Noun, le les- Noun. le Noun, eau primordiale, atome. Le premier viendra à l'existence de lui-même du sein du Noun. Un premier couple naîtra du crachat d'Atoum, Chou le sec, et Tefnut l'humide, donnant ensuite naissance à Geb dieu terre, à Nout déesse du ciel, qui engendrera Osiris, Seth, Isis et Nephthys, au total 9 divinités, soit la grande Énéade héliopolitaine. Donc là, c'est bon. Vous avez ce texte-là, vous avez compris? Oui. Oui. Donc ça reprend, c'est la synthèse de ce qu'on dit depuis le début. D'accord? Et je vais voir s'il y a d'autres éléments sur Chou. Je pense que là, ça va aller. Ok, bon. Bien. Donc, bien. Donc, ok. Alors, je vais vous poser donc une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui et scientifiquement ce que ça éveille chez vous. C'est que là, on a vu une histoire racontée sous forme de mythe, mais en termes scientifiques, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous avez compris la question? Non, pas vraiment. Est-ce que tu peux la répéter? C'est-à-dire que là, on a vu une histoire, on a vu un mythe. On a vu un mythe où on a vu la création, le démiurge qui engendre les 4 éléments. Aujourd'hui, on a vu plus précisément 2 éléments que sont l'air et l'eau, l'humidité.
Et donc, je voulais savoir si, si on quitte le domaine du mythe, dans la réalité palpable, ce que ça vous évoque en termes scientifiques, ce qu'on a vu ce matin. Donc, ma question n'est pas claire, je pense. Si, Je la... elle est claire. C'est juste que Vous réfléchissez. Ok, je vous laisse réfléchir alors. Vous pouvez répéter la question? Je vais répéter la question. Je vais revenir à Wikipédia, ça va être plus simple. Donc, je dis, ou bien même à l'Énéade. Voilà, on va être à notre Énéade. Vous voyez mon écran toujours? Vous voyez l'Énéade? Ou il faut que je non, partage? tout le monde le voit bien. Vous voyez, Ouais, vous le voyez bien. Donc, moi, je voudrais un petit peu quitter le mythe pour vous faire réfléchir au-delà du mythe. D'accord? Donc, je vous dis qu'on a vu la création et donc dans la création, on a vu le Noun qui est un espace qu'on a du mal à se représenter, mais en tout cas duquel a émergé une première énergie qu'est Atum-Ra, qui est pris, donc le démiurge, le créateur, qui a commencé à se déployer. Et les premières formes de son déploiement, eh bien, c'est Chou et Tefnut, que sont l'air et l'eau. Et après, la combinaison de l'air et l'eau vont donner la terre, le ciel. Et on a vu que, on nous a dit que Chou, qui était l'air, séparait le ciel de la terre. Et donc, je voulais savoir si ça éveille chez vous des représentations qui sont un peu plus réelles que de l'ordre du mythe. Puisque là, quand on parle de mythe, on essaie de plaquer sur des éléments factuels que l'on voit dans la nature des divinités. Notamment, l'air, on ne voit pas l'air. Hein, personne ne peut me dire qu'il voit l'air. Tu ne peux pas voir l'air, tu vois. Or, on dit que l'air s'échoue. Mais on ne le voit pas. Mais scientifiquement, l'air, on peut le sentir. On peut le sentir, on peut voir ses manifestations, etc. Donc, je voudrais vous amener à quitter un petit peu le mythe pour aller dans ce que vous observez autour de vous, ce que vous vivez autour de vous, pour me dire si ça a une résonance particulière, si vous arrivez à connecter le mythe avec la réalité. C'est l'esprit de ma question. Est-ce que, au-delà du mythe, vous essayez de voir ce que ça représente réellement? C'est ce que j'essaie de voir si chez vous, ça évoque quelque chose, en fait. Ou si vous restez au niveau du mythe. Est-ce que la question est plus claire, Charis? Enfin, en tout cas, l'explication que je tente de vous faire. Oui, c'est bon. Alors, toi, par exemple, Charis, ok, si on te demande de nous parler de la création, bon, jusqu'à... oui, bon, essaie de nous raconter une histoire sur la création, hein, au vu de ce que tu sais là, aujourd'hui, sur la création vue par les anciens Égyptiens. Essaie de nous raconter une histoire sur la création. D'accord. Je sais que avec ce qu'on a vu aujourd'hui, Oui, et la dernière fois. En fait, essaie de nous raconter, tu expliques à un enfant, essaie d'expliquer à un enfant comment le monde a été créé. euh, moi,
Oui. Donc, pour moi, le monde, il a été créé par... Bah, en fait, je sais pas, en fait, par qui il a été créé, mais je sais qu'Atum, il s'est auto-engendré. Mhm. Et après s'être auto-engendré, il a eu deux enfants, deux jumeaux, qui sont Chou et Tefnout. Chou et L'air et Tefnout et l'eau. Et ensemble, ils ont formé le premier couple divin. Chou porte Nout et sépare Chou sépare Nout de Jeb qui est la terre et Nout le ciel. Et je ne vois pas ce qu'il faudrait raconter d'autre. Qu'est-ce que je peux dire? Et ça, c'est déjà bien. Parce qu'en fait, ce que tu viens de raconter là, c'est quand tu sors dehors, c'est un peu ce que tu peux voir en fait. Hein. Puisque l'air chaud, on nous dit qu'il sépare le ciel de la terre. Quand tu sors, forcément, il y a quelque chose qui sépare le ciel de la terre. Et les anciens Égyptiens, ils l'ont nommé Chou, c'est-à-dire la divinité de l'air. Est-ce que c'est clair là? Oui. Oui. Bon. C'est Donc, clair. c'est pour vous montrer la connexion qu'il peut y avoir entre des éléments de la nature et la façon dont on essaie de nous le faire comprendre par des mythes ou des histoires. D'accord? Ok. Alors, je, je vais plus loin dans mon questionnement. Euh, euh, pourquoi Chou a une plume sur la tête? Parce que la plume représente l'air. Eh ben, exactement. Ça représente l'oiseau. Ben, en fait, oui, c'est du domaine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu mets une plume au vent, eh ben, elle peut bouger, elle bouge. Donc, pour matérialiser, parce que l'air, tu ne peux pas le voir. Pour voir l'air, en fait, c'est comme dans dans les iconographies de l'Égypte antique, dans les hiéroglyphes, pour matérialiser l'air, ils font un voile et une flèche vers le voile pour montrer que l'air rentre dans le voile, puisque l'air, tu ne peux pas le voir. C'est exactement ça. Là, Chou a une plume sur la tête parce que, effectivement, la plume renvoie à l'air. Donc, Jaden a dit l'oiseau tout à l'heure, donc l'oiseau vole, etc. Donc, c'est pour vous amener à comprendre la façon dont les anciens Égyptiens raisonnaient. Puisqu'on a vu que tout ce qu'ils faisaient, c'était en connexion avec leur environnement et voire même au-delà. Donc voilà, Chou a une plume sur la tête parce que effectivement, ça renvoie à l'air. Ok. Je vais vous montrer, donc pour finir, il va être l'heure, je vais vous montrer pour finir un texte Kalala Omotunde, que tout le monde connaît, je suppose. Oui. Tout le monde connaît Kalala Omotunde. Je vais vous montrer un texte de lui. Voilà. On va finir avec ça. Donc, c'est dans le livre Cosmogénèse Kamit, tome 1 de Nusere Kalala Omotunde. Et donc, je vous ai fait une photographie de ce texte-là. Là. Mais en fait, ce que j'aurais voulu faire d'abord, c'est de vous faire deviner vous-même les choses plutôt que de vous le faire lire. Je vais agrandir pour vous faire deviner. Ici, vous avez le nom
Amon-Ra, qui est écrit là. Amon-Ra. Vous le voyez? Moi, je vois pas. Je Vous ne le vois voyez pas pas. aussi. Donc, j'ai encore quitté le truc. Bon, je vais vous. Il faut que je bascule. Hop, j'ai l'écran. Ici. Vous voyez maintenant? Oui. Et on le voit. Voilà. Vous voyez ici, ce qui est écrit là, c'est Amon-Ra. Amon-Ra, on a vu, c'est une façon de représenter également Atum. Puisqu'on avait vu que Atum, c'est Ra, c'est Kepri, etc. Donc là, c'est une façon d'écrire Amon-Ra. Et je vais vous faire un petit exercice avec vous. Et on va essayer de trouver les 4 éléments dans ce texte qui est écrit. Donc, qu'est-ce qu'il veut s'y coller? Qu'est-ce qu'il veut essayer de me trouver les 4 éléments? Moi, je veux bien essayer. Vas-y. La plume, c'est du coup l'air. OK. Le rectangle au-dessus, c'est, je dirais, non, je sais pas trop. Mais je pense que celui en dessous, c'est l'eau. Oui. Le cercle, c'est la lumière. OK. La lumière, mais encore, c'est quoi Le exactement? rectangle au-dessus, c'est la terre. Donc, le rectangle au-dessus, Le soleil. par déduction, tu as vu que le rectangle au-dessus, c'était la Terre. Donc, le cercle, c'est le Soleil. Et Oui, le disque solaire, qui représenterait quoi? Tu as dit la lumière. Quoi oui. d'autre? Et Moi, je sais. il y a la petite barre, le feu, je crois. Non. En fait, reste sur le disque solaire. Tu as dit que c'était la lumière, donc le Soleil. Mais il représente quoi? Jadin, t'as dit quoi, Moi, je sais, le disque solaire, bah, ça représente le soleil, donc le feu. le feu. Donc, voilà. Donc là, par le nom d'Amon-Ra, de Dieu, on a les 4 éléments. On a l'air, la plume, la terre, la bande de terre là, avec peut-être la bande de terre euh, qui est là, donc c'est la terre, l'eau et le disque solaire qui représente la lumière, le feu, la chaleur, etc. Et le trait, Adéwalé, le trait qui est là, d'après pour les anciens Égyptiens, dans les hiéroglyphes, quand on met un trait et on met une divinité ici, c'est pour dire que c'est unique. Si on met 3 traits, c'est plusieurs. D'accord? Donc là, c'est écrit Amon-Ra, Dieu l'unique. C'est ce qui est écrit ici. Et Ok. voilà. C'est I-M-N. Parce que I, c'est la plume. M, c'est la bande de terre. N, c'est l'eau. Et c'est N, en fait, dans les hiéroglyphes, ça se lit I-M-N. I-M-N, c'est-à-dire, c'est de là que vient Amen. De là que vient Amon. C'est de là que vient Imana. Lorsque vous entendez Imana au Congo, c'est de ce terme que ça vient. Imana, Imen, Amen, Amon, Dieu. C'est comme ça que les anciens Égyptiens écrivaient. Euh, écrivaient Dieu. Et on retrouve dans ce nom-là les 4 éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. On retrouve ces 4 éléments dans le nom de Dieu. Et ça, c'est un des sens de la nature de Dieu. D'accord? Donc je vais vous réduire un petit peu
pour que vous voyez exactement. Je vais réduire un peu. Voilà, vous voyez Oui, on voit. Très bien. où j'ai encore quitté? Non, vous voyez? Mince. Donc, vous voyez, Oui, là, Kalala Omotudé, il donne le sens de ce texte-là. Il lui donne trois sens. Mais moi, je vous ai expliqué le troisième sens. Hein, le troisième sens. Mais il y a un premier sens. Quand on dit iman, imen, imen, amen, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'on ne perçoit pas, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est caché. Le grand esprit invisible aux yeux des hommes, c'est Imana. D'accord? Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, en ajoutant Ra, ce qui signifie le Dieu se révèle aux hommes par la lumière solaire. C'est le deuxième sens de ce nom. Donc, Imana, Iman, se révèle aux hommes par le disque solaire. C'est pour ça que les gens pensent que les anciens Égyptiens, ils vénéraient le soleil, mais non, ils vénéraient Dieu à travers sa manifestation qu'est le disque solaire, qui nous donne la vie. Voilà ce que ça veut dire dans les textes. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est Oui, c'est clair bon. pour tout le monde? C'est clair? Oui. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On n'a pas le temps de continuer, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Hein. On a vu Chou, l'air, Tefnout, l'eau. Donc Chou, élément mâle, Tefnout, élément femelle, Geb, élément mâle, Nout, élément femelle. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, même si il y a des sens beaucoup plus profonds. Après, on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. On va rester sur cette partie-là. On abordera le reste les prochaines fois. Donc, on est parti d'Atoum. Chou, Tefnout, Geb et Nout. Et ah oui, en fait, il y a un truc que je voulais aussi vous dire, vous interpréter là-dessus. Et là, je suis en train de vous le montrer. C'est trop facile. Je vais revenir un petit peu à- comment on va faire ça. On avait dit au départ qu'on cherchait les 4 éléments. On est d'accord? Mais depuis tout à l'heure, on n'en a trouvé que 3. C'est-à-dire que on a Chou, qui est l'air, Tefnout, qui est l'eau, Geb, qui est la terre, Nout, le ciel. Et il est où le feu? Bah alors, c'est Ré, non? Alors, on a vu tout à l'heure que c'est Ré. OK. Donc, le feu, on voit que le feu, il est un peu. Effectivement, il est un peu dispersé là. C'est-à-dire que il n'a pas de divinité dans. On va dire ici. Voilà. On voit ici que c'est Chou. On voit Tefnout, air, eau, terre. Mais le feu, il se retrouve un petit peu partout. Il se retrouve dans la manifestation d'Atoum, donc qui est Ré, donc la lumière, le feu, etc. Et on le retrouvera dans, ces deux divinités, notamment au niveau de Chou. Il sera en fait l'air sec, feu. On retrouvera le feu ici, l'air sec. Et Tefnout, on dit que c'est l'eau, mais c'est également
l'air humide. Donc là, on rentre dans des considérations un peu de transformation ou de mutation de l'air. Vous savez que l'air peut prendre différentes formes. L'air peut être, c'est-à-dire que l'eau, lorsque l'eau bout, il peut s'évaporer, se transformer, changer d'état. Et donc là, en fait, on est dans les manifestations des éléments de la nature, puisque dans les textes, je ne vous le montre pas ici, mais dans les textes, il est dit que, en fait, Chou est l'air sec. On l'a vu tout à l'heure dans le texte de Obenga. Chou est l'air sec et Tefnout est l'air humide. Mais en fait, la notion de l'air, elle est concomitante à Chou et à Tefnout en même temps. Même si c'est Chou qui porte la première notion de l'air, en fait. C'est que l'air se déploie également à travers ces transformations en Tefnout. Donc là, je complique un petit peu, mais c'est pour vous dire que les choses ne sont pas binaires, quoi. Il y a une interrelation entre les divinités, donc entre les éléments. Ça va? Oui. Ok. Bon, donc on va arrêter pour aujourd'hui. On va arrêter pour aujourd'hui. Et j'aimerais votre sentiment, votre conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, je veux bien commencer. Alors, je vais revenir ici. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, On voit la page Wikipédia avec Chou. voilà, avec Chou. Bon, ben, c'est très bien. Qui est-ce qui veut commencer donc à conclure? Moi, je veux bien, Adéwalé. Adéwalé, ben vas-y. Qu'est-ce que tu as retenu Ben, d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te dit? j'ai appris le rôle de Chou, Tefnout, Snout, Geb, parce que je les avais déjà vus, mais je savais pas vraiment c'était quoi leur rôle. J'ai appris aussi comment sont représentés les éléments en hiéroglyphes, et voilà, c'était cool. D'accord. Donc, oui, la représentation hiéroglyphique des éléments, ok. C'est bon? Ah, je t'entends. Vous m'entendez encore ou pas? Oui, Allô? Ouais. oui, on vous Adéwalé, on entend. n'entend plus. Tu as fini, Ah, Adéwalé? on m'entend plus? Oui, oui, j'ai fini. Ah, mince. Ok, mais merci. Donc, quand oui, tu as fini, tu nous dis que tu as fini. Comme ça, on sait que tu as fini. Alors, qu'est-ce qui veut enchaîner? Moi, je veux bien. Alexandre, Euh, c'est ça? oui, c'est ça. Vas-y. Hmm. Attendez, attends, je dois lire le nom ou pas? Non, en fait, tu nous dis, on a fini, donc on a fini. Tu nous dis ce que ce cours-là t'a inspiré, ce que tu as retenu, et c'est pour une petite conclusion, comme on a l'habitude de faire. Ah, une petite conclusion, d'accord. Mm. Ben, ce que j'ai retenu de ce cours-là, ce sont les noms enfin, des Ah, deux Égyptiens qu'on vient d'apprendre. mhm. Enfin,
C'est-à-dire les noms, les noms Ah bon, de. t'entends pas. C'est-à-dire, vous m'entendez? Ah ouais. Donc, ça coupe par moment. Par moment, j'ai entendu que tu as pris les noms des divinités. Oui. Oui. Et aussi le nom des deux. Vous m'entendez ou pas là? Non, ça coupe. Ça coupe. Tu as un micro peut-être? Oui, là je l'ai. En fait, c'est ton micro. Il faut peut-être enlever le casque au micro. C'est ça qui ne passe pas. Mais, ok, bon, parce qu'on ne t'entend pas. On va passer à quelqu'un d'autre. Ok, Allez-y. Qui est-ce qui va... Tu règles ton problème de micro et après on te reprend, d'accord? d'accord. Qui est-ce qui veut conclure? Alors, allez-y. Moi, je veux bien. C'est Coladé. Allez, allez. Vas-y, allez, allez. C'est Ah, Colladé, Coladé. excuse-moi. Oui. Ouais, Colladé, vas-y, toi. Alors, bah, moi, j'ai trouvé que c'était très bien dans l'ensemble. Et puis, on a encore découvert d'autres divinités avec leurs attributs et leurs fonctions. Et c'était cool. Du coup, bah, voilà, j'ai bien aimé. Ok. Alors, dans vos commentaires, dites aussi ce qu'on peut améliorer, ce qui ne va pas. Comme ça nous permet d'améliorer. Bon, je sais que quand ça ne va pas, des fois vous le dites, hein, Charisse, elle le dit sans problème. D'accord? Donc, je vous invite aussi à dire, tiens, ça, j'ai pas compris, ou ça, c'est pas exactement ce que j'attendais. Comme ça nous permet d'améliorer. Donc là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que Toth, tu as bien aimé, tu as kiffé, quoi, en fait. Oui, bah, moi, j'aime bien la façon de faire. Donc, moi, je trouve ça cool. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Alors après, allez-y. Moi, Vas-y, Charis. moi j'ai bien aimé cette séance. Est-ce que, mais j'ai une question, est-ce que les Égyptiens sont un peu comme les chrétiens et qui pensent qu'il y a les premiers humains et tout ça? En fait, alors, je ne sais pas si c'est moi, mais quand vous parlez, ça coupe. Donc, j'ai pas entendu toute ta question. Alors, est-ce que les Égyptiens, vas-y. Représente la face. Est-ce que les Égyptiens pensent qu'il y a comme Adam et Ève? Est-ce que les Égyptiens pensent comme, Non, euh, est-ce que les Égyptiens pensent qu'il y a une sorte d'Adam et Ève, les premiers humains? ah, ah, ben non. Non, pour te répondre à la question tout de suite, alors c'est une très bonne question, on pourra y revenir, mais non, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de voir là, j'ai pas trop insisté sur les dates, mais on a vu tout à l'heure hein, avec Obenga, je crois que vous l'avez pas vu lorsque je lisais ce passage-là. Ceux dont on parle là, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, qui sont des textes très anciens, c'est des textes qui datent de moins 3000 à moins 2500 avant l'ère chrétienne, tu vois. Donc, la vision du monde des anciens Égyptiens, elle a été reprise, euh, transformée par les judéo-chrétiens, je vais dire ça comme ça. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Je donnais un seul exemple de ce qu'on a vu. On a vu que euh, la divinité, euh, selon les anciens Égyptiens, le triptyque était composé de l'intelligence, la matière et le monde.
C'est-à-dire que l'intelligence s'unit à la matière pour engendrer le monde. L'intelligence, d'après les anciens Égyptiens, c'est le principe mâle, donc Oussaré, Osiris, on le verra. La matière, c'est le principe femelle, ou le principe féminin, je dirais ça plutôt comme ça. Et l'union des deux engendre le monde, ou engendre le Fils. Donc il y a cette notion de dualité féminin, masculin, qui engendre quelque chose. Et quand les judéo-chrétiens ont récupéré cette notion, comme ils sont dans le domaine, où c'est l'homme qui domine, où c'est le patriarcat, ils l'ont transformé en cette trinité-là, ils l'ont transformé en Dieu, son Fils et l'Esprit Saint. Donc, tu vois déjà, il y a une transformation de la pensée égypto-nubienne à une autre pensée qui n'est pas celle des anciens Égyptiens. Et sur le plan plus précisément de ce que qui t'interpellait sur Adam et Ève, là, on voit que la création, puisqu'on va y venir la prochaine fois, la création des humains qui va découler de Geb et Nout, donc de la terre et du ciel. Donc c'est la terre et le ciel qui engendrent des divinités qu'on va appeler Osiris et Isis. Et Osiris et Isis vont donner Horus. Donc les anciens Égyptiens ne voyaient pas le monde comme l'ont vu par la suite les judéo-chrétiens, dans la façon dont c'est écrit dans la Bible. Donc on y reviendra, c'est une question intéressante, mais c'est pas exactement la même chose, pour faire simple. Pour répondre clairement à ta question, c'est pas exactement la même chose. Ça va? Oui, ça va. Et Charis, Oui, ça oui, va? oui, Ok, oui, c'est bon. c'est bon. J'ai Donc on en compris. parlera, on en reparlera de toute façon, puisque c'est dans la suite. Hein. Les textes vont nous montrer comment la vision jusqu'aux humains des anciens Égyptiens. Puisqu'on est dans la création du monde. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, et je l'ai dit la dernière fois, que les anciens Égyptiens sont les seuls à avoir théorisé l'existence d'un espace avant Dieu lui-même. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple simple. Quand on parle des textes de la Bible ou du Coran, etc., ils commencent par parler de Dieu. Et dans ces textes-là, nulle part, tu ne verras la notion du Noun, de l'océan primordial. C'est les anciens Égyptiens qui ont théorisé un espace qui existait avant la création. Pour vous dire simplement jusqu'où allait leur pensée philosophique. Ok, alors, conclusion, qui d'autre? Jaden peut-être? Bah, je trouve qu'aujourd'hui, c'était comme d'habitude. C'était intéressant. On a pu en savoir plus un peu sur la vision qu'ils avaient. On a pu voir aussi une
représentation des quatre éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. On a pu voir comment ça s'écrit aussi en hiéroglyphe. Et sinon, c'était comme d'habitude, c'était intéressant. Moi, personnellement, je retiens rien de mauvais. Ok. Merci Jaden. Alors, il y a d'autres personnes. Ah bah, il y a Naïli, il y a Janeia, que j'ai pas entendu aujourd'hui, hein. Il y a Willy. Hein. Willy, c'est William, c'est ça? Allez-y, vos conclusions. Naïli, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Alessandre, alors vas-y, puisque j'entends pas Naïli. Elle est connectée, mais je l'entends pas. Vas-y, Alessandre, vas-y, conclue alors. Ah. On t'entend bien. Comme j'avais dit avant pour mes conclusions, c'était que j'ai appris les noms j'ai appris les noms des deux dieux égyptiens qui sont Chou et vous m'entendez ou pas? En fait, ça coupe. Donc, tu as dit, j'ai appris le nom des deux Égyptiens que sont Chou et tu allais dire Téflon, je suppose. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, l'air et l'eau. L'air et l'eau. D'accord. Oui, voilà. L'air et l'eau. Donc, on continuera avec Gebelnout et on continuera avec les autres divinités, puisque dans l'Énéade, on a plusieurs divinités. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même que on a commencé par l'un qui se déploie. Donc, c'est cette notion-là de déploiement qu'il faut garder à l'esprit aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, là, je vous avais montré la notion de Big Bang qui correspond à la vision et à la création selon la façon dont le voyaient les anciens Égyptiens. C'est qu'ils pensaient que c'est de l'un que tout a commencé. Et ce un-là, il appelle Atum-Re, il appelle Dieu, il appelle le démiurge. Ok. Bien. Naëli, t'es revenu? Ou bien Janeia? Willy? Je suis là. Vas-y, Naëli. Donc, moi, j'ai retenu les éléments. Chou, c'est l'air. Nout, c'est l'eau. Geb, c'est la terre. Et Nout, le ciel. Chou a une plume sur la tête et a une queue de taureau. Il a une forme d'homme. Et qui porte Nout et Geb est au sol. Et donc, tout sépare de Nout et de Geb. Et Tefnut a une tête de lion, un sceptre, une croix blanche, les deux oreillus, et prend une forme de femme. Et Tefnut et Chou sont le premier couple divin, issu de la semence du dieu Atum. Oui, bon résumé. D'accord. Donc, c'est ce que toi, tu as retenu. Donc, je vous invite quand même à pousser les réflexions, les connexions entre toute cette cosmogonie et puis ce qui vous entoure, hein, parce que on a l'impression que c'est des mythologies comme ça loin, mais c'est des choses qui sont palpables, que l'on voit, quoi. D'accord? Hein, parce que derrière la spiritualité, il y a la science. Hein, c'est vraiment ce vers quoi aussi il faut tendre. Hein, d'accord? C'est bien. Et donc, on va finir par William. C'est Willy Yepop, c'est ça? Willy, si tu parles, on t'entend pas. Ah bon. Bon.
Willy, ça ne passe pas. Son truc ne passe pas. Donc, j'espère que tout le monde a parlé, tout le monde a fait sa conclusion. Je vous remercie d'avoir été présent. Et donc, je suis en train de faire une synthèse, hein, comme j'ai l'habitude, par rapport à tout ce que l'on voit. Mais on aura une synthèse globale de l'Énéade avec les différentes divinités quand on aura fini cette partie. Tout du moins, Oui, Atum, Ré, Atum, Ré, Kepri, Shu, Tefnut, Geb et Nut. Donc, on aura la synthèse de tout ça quand on aura fini. Et puis, on en profitera pour faire une synthèse globale depuis Sekhmet et tout ça. Et vous verrez que, en fait, les divinités s'imbriquent les unes dans les autres. Et globalement, on fera les connexions nécessaires. Vous verrez. D'accord? Bon, en tout et cas, bon dimanche. j'aimerais aussi rajouter que Janie, elle a pas encore conclu. Ah oui, ben, Jania, vas-y, Jania. Tu désactives ton micro parce qu'en fait, si tu parles, ton micro est fermé. Bah, moi, j'ai tout compris. Oui. Alors, qu'est-ce que ça... Bon, alors dis-nous simplement ce que tu as compris et comment tu as vécu la séance. Bah, c'était bien expliqué. Et moi, du coup, bah, j'ai réussi à tout comprendre. Donc, ça me rassure, puisqu'en fait, je pense que tu es la plus jeune d'entre nous, hein. C'est ça, avec, je crois, avec Charis. Vous êtes à peu près le même âge, Charis et toi. Donc, si tu as compris, c'est bien. Si tu as compris, c'est bien. Réécoutez la vidéo, puisque je vais la partager comme d'habitude. Et ce que je disais avant d'arrêter la connexion, c'est que je suis en train de faire la synthèse, comme j'ai l'habitude, sur un support un peu Canva, donc avec des images et un peu de texte pour faire la synthèse de ce qu'on se dit, de façon à ce que vous puissiez le consulter après ou ceux qui ne sont pas là puissent aussi l'écouter. Donc voilà, en tout cas, dimanche prochain, on se retrouve pour continuer et finir sur, en tout cas, jusqu'à Geb, les divinités qui tournent autour d'Atum-Re. Et je ne sais pas si on aura le temps de commencer Osiris, Iris et Nephthys et Seth, parce que ça, c'est un gros morceau, c'est un autre gros morceau. Mais bon, on les abordera peut-être dans 15 jours. Mais la semaine prochaine, on va finir avec les 4 éléments et puis Atum-Re. Donc voilà, bon dimanche à tous, bonne semaine. Nyadogo. Merci, bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir. Au revoir, Jania. Au revoir, Naïli. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.